Salut, salut. J'espère qu'on aura plus de chance aujourd'hui. J'espère qu'on aura plus de chance cette fois-ci. Salut, salut. Est-ce que vous êtes là? Salut, salut. Salut, salut. Oui, aujourd'hui, vraiment, Ayan, la connexion me joue de sacrés tours. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Est-ce que tu m'entends mieux là? Est-ce que tu m'entends mieux? Merci, présidente. Gabi, là, c'est mieux ou pas? Ok, super. Ah, Gertrude, ma couse, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ok, parfait. Écoutez, le temps que les autres reviennent, j'en étais à expliquer en fait que... Ah, merci beaucoup. Merci Maguette. Sois la bienvenue. Nanou, ouais, c'est vrai. Écoute, man, je suis au Mali. Je suis très loin. La connexion, des fois, c'est pas terrible. Merci Noah. Écoute, c'est Abdoulaye Tchoubou qui me l'a offerte, cette tenue. Donc, je vais lui dire merci là, publiquement, de ta part. Merci beaucoup. Gabi, merci infiniment. Alors, parfait, parfait, excellent. Bon, on va croiser les doigts parce que quand on parle de maquis, ça se passe mal. Ok, tout le temps où on parlait bien de maquis, on n'a jamais eu un problème de direct. Et puis là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ok, mais ne devenons pas parano. Hein, ne tombons pas parano. Je saluais donc l'action de l'abbé Augustin Thiao, secrétaire de la conférence épiscopale, et j'avais décerné quelques bonnets d'âne. Et ensuite, on avait commencé à parler des raisons qui ont été alléguées pour lesquelles le président avait pris ces mesures-là de relâchement total, d'affaissement, de désertion en rase campagne, de... Oui, alors, moi je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une... il a abdiqué. Le président a abdiqué. Il a abdiqué. Et il nous a dit quelque chose que nous avons tous très bien compris. Et je vais le dire en Wolof parce que c'est plus savoureux en Wolof et je le redirai après en français. Nous golocham bote domon. Voici ce qu'il nous dit. Et ça, c'est un problème. C'est un problème quand on s'est arrogé autant de pouvoir. Je rappelle que Maki nous a demandé 1000 milliards. Parce qu'évidemment, ce n'est pas lui qui les paye. Il nous a demandé un couvre-feu. Il nous a demandé un état d'urgence. Il a pris une loi d'habilitation qui lui donne des super pouvoirs. Pour faire quoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pour 2 mois après, alors que l'épidémie caracole en tête, nous entendre dire que, en fait, on se serait trompé. Et qu'en fait, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter autant. Et quand je préparais cette émission, je réfléchissais à 4 aspects qui me semblent importants. 4. Les premiers, c'est les aspects sanitaires, dont on nous dit... Ouais, non, Dinako, moi, Dinako. Chantal, sois la bienvenue. Sorna Sophie, cool, sois la bienvenue. Je disais donc que, et c'est ça, moi, qui me désole, en fait. Parce que tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend nous dire, en fait? On entend dire, vous n'êtes pas médecin, fermez-la. Voilà, si vous voulez résumer. Puisque vous n'êtes pas médecin, taisez-vous. Eh bien non, on ne se taira pas. On ne se taira pas. On ne se taira d'autant moins que nous avons des questions à vous poser. Euh, En préparant cette émission, j'ai cherché en termes sanitaires le fameux R0 dont je vous ai parlé. Il n'existe pas au Sénégal, en tout cas on ne communique pas dessus. C'est le facteur de transmission de la maladie, le taux de contagiosité de la maladie. C'est-à-dire une personne, combien de personnes est-elle capable d'infecter? En France, ils communiquent dessus. Quand ils ont pris la décision de déconfiner, c'est parce que le R0 était en dessous de 1. Il était de 0,6. Olivier Véran, le jour où il expliquait le confinement, donc je pense l'avant-veille du 11 mai, il a expliqué, tout le monde a entendu à la télé, que le R0, qui est le facteur de contagiosité,
et qui est le déterminant de la décision de déconfiner. En réalité, déconfiner, ce n'est pas une décision. Déconfiner est une conséquence d'un calcul scientifique. Il faut que ce soit clair parce que sinon on peut penser qu'il avait la prérogative de décider de ça. En santé publique, il n'y a pas de décision qui soit prise au hasard. Elle procède de données, les décisions. Or, que disent les données? Que disent les données? Parce que on dit que la France a déconfiné quand elle a atteint le pic de l'épidémie. Alors, question, l'avons-nous atteint, nous? Est-ce que nous avons atteint le pic? Alors, pour rappel, le 11 mai, le jour où le président prenait la parole, la situation des nouvelles contaminations, on avait 177 nouveaux cas. Et j'expliquais tout à l'heure, avant que nous en soyons là, qu'avoir le taux le plus élevé, parce que 177, c'est le taux le plus élevé de nouvelles infections depuis le début. Alors, évidemment, on peut expliquer en disant 177, c'est parce qu'il y a plus de dépistage. On peut dire ça, mais c'est faux. Ça ne prospérera pas parce qu'il y a aussi plus de cas communautaires. Or, le R0, il parle de trois choses. Le R0 parle de la transmissibilité de la maladie. Une personne le contamine combien de personnes? Deuxième élément, c'est le nombre d'interactions sociales, ce qu'on appelle le contact social, que nous avons avec les autres personnes. Plus ce contact est important, et plus vite le virus va circuler et va accroître le R0, va l'augmenter. Parce que c'est un produit qui croît ces trois éléments-là. Et le dernier élément, c'est la durée pendant laquelle une personne est contagieuse. Durée qui est considérée entre 5 et 20 jours. Et que d'aucuns ont vite fait de faire une moyenne pour dire qu'en fait, c'est 14 jours, 15 jours. Mais techniquement, selon le professeur Raoult, c'est 20 jours. Alors, ce R0, qui n'a jamais fait l'objet de communication au Sénégal, est l'indicateur qui permet de décider si oui ou non on arrête de confiner ou est-ce qu'on déconfine. On n'en a jamais entendu parler. On sait que le taux le plus élevé, c'était le 11 mai. Mais ça ne suffit pas. Après le taux, parce que vous savez, un pic, il peut être accidentel, il peut être élevé, et puis après chuter, et puis repartir. C'est ce qu'on appelle des données erratiques. Elles sont accidentelles, elles sont aléatoires. Elles résultent du hasard. Donc on ne sait pas si le jour où le président parlait, donc il ne pouvait pas le savoir, qu'on était sur le taux le plus élevé, il ne pouvait pas le savoir. Est-ce qu'il pouvait nous dire à cette époque-là qu'on avait atteint le pic? On ne peut pas le dire, parce qu'il faut encore une période de 10 jours sur laquelle on constate la baisse des nouvelles infections pour considérer que nous avons dépassé le pic. D'ailleurs, en France, ils n'ont pas donné la date du pic. Ils ont considéré que le pic se situait entre le 6 et le 10 avril. Vous voyez bien? Entre le 6 et le 10 avril. Nous sommes le combien? Le 11 mai. Ils ont pris combien de temps entre le constat de la baisse et la décision de déconfiner? Et nous, combien de temps avons-nous pris entre, s'il y a un pic, le constat et la décision de déconfiner? C'est honteux. C'est honteux. Donc, sur le plan sanitaire, cette décision est inepte. Ensuite, sur le plan de l'éducation, ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent, vous savez, les enfants sont les moins contagieux et les moins susceptibles d'évoluer en cas sévères. Ils nous disent ça. Mais quand ils nous disent ça, ils ont raison de nous dire ça. Simplement, ils méconnaissent une réalité sociologique de notre pays. Oui, Jean-Christophe, on est d'accord. Personne, aucun des présidents ne sait gérer la situation. Elle est exceptionnelle, c'est vrai. Mais tout le monde
s'efforce quand même de documenter ses décisions et d'expliquer les fondements de cette décision. Il y a une chose, c'est que ceux qui étaient pour qu'on ouvre les mosquées et ceux qui n'étaient pas pour qu'on ouvre les mosquées, ceux qui étaient pour qu'on déconfine et ceux qui étaient pour qu'on ne déconfine pas, tous sont unanimes à critiquer cette décision, sauf ceux qui vivent de cette décision. Et non, c'est pas tout à fait exact, et aussi mon amie Françoise Hélène Gay, qui est totalement pour cette décision et qui nous l'expliquera tout à l'heure. Donc, il y a quand même un problème. Oui, les enfants sont les moins contagieux. Mais sociologiquement, je vous rappelle que nous vivons avec nos grands-parents, nous vivons, nos enfants que nous amenons à l'école, ils reviennent jouer avec nos parents. Or, qui sont les personnes les plus vulnérables de cette pandémie? Mais ce sont les vieilles personnes. Donc, les grands-parents des enfants qu'on veut ramener à l'école pour qu'eux aillent s'infecter, mais ils ne subiront rien. Mais comme ils habitent avec leurs grands-parents, ils vont les infecter et eux vont dégénérer en cas sévère. Alors, on peut se dire, oui, mais bon, c'est pas grave, c'est des vieilles personnes. Ce que je trouve choquant. Mais le problème, c'est que nos capacités d'accueil sanitaire sont tellement faibles que cette situation-là ne pourrait même pas tenir un jour. Vous savez combien de lits il y a pour 1000 habitants au Sénégal? Combien de lits il y a? Je parle évidemment de lits d'hôpital, hein. Je ne parle pas de lits d'assistance respiratoire, qu'on se comprenne bien. Je parle de lits d'hôpital. Il y en a 1,8 pour 1000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On envoie nos enfants à l'école. Oui, ok, on n'envoie que les enfants en classe d'examen. Mais ça fait quand même de sacrées classes. Ça fait quand même de sacrées classes. Je rappelle que la moyenne ici, dans nos classes, c'est entre 40 et 50 dans le meilleur des cas. On sera entre 40 et 50. Mais sur une classe de 20 mètres carrés, 20-25 mètres carrés, mais il n'y a pas 1 mètre carré pour 50 gamins. Il n'y a pas la distance réglementaire pour 50 gamins. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ensuite, on nous dit, oui, parce qu'il faut penser social. Il y a les pauvres. Mais l'épidémie a montré, et ce qui se passe au Brésil le prouve à suffisance. Ceux qui souffrent le plus du coronavirus, ce sont les pauvres. Ce sont les petites gens qui souffrent le plus du coronavirus. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans des zones, elles sont dans des endroits où elles n'ont pas accès aux soins de santé de base. Ok, on ouvre, mais on ouvre pour les pauvres. Mais c'est précisément elles qu'il faut préserver. C'est précisément ces personnes pauvres-là qu'il faut protéger, qui sont dans les marchés, qui sont obligées d'y aller, parce que sinon elles ne mangent pas. J'ai entendu aujourd'hui Ousmane Sonko faire une très belle proposition. Et je suis d'accord avec Ousmane Sonko sur cette question, et ça n'arrive pas beaucoup. Ils auraient dû faire des transferts d'argent et laisser les gens s'occuper eux-mêmes de se ravitailler pour que le confinement soit effectif. Mais on a préféré emprunter des chemins escarpés pour pouvoir bénéficier de ce que vous savez mieux que moi. Pas plus de 20 élèves par classe. Oui, mais si, exactement, Sorna. Le ratio d'encadrement, on en fait quoi? Parce que ici, au Sénégal, le ratio d'encadrement, c'est 1 élève pour 50 personnes. C'est 1 élève pour un professeur pour 50 personnes? 50 élèves? Alors, comment vous allez faire? Vous allez doubler les enseignants? Vous allez donner à des enseignants qui n'avaient pas étudié, qui n'avaient pas préparé cette classe-là, le soin d'enseigner des élèves pour lesquels ils ne sont pas préparés? Ça me semble tiré par les cheveux. Et puis, l'enseignement, le droit à l'éducation, est un droit universel. Au nom de quoi on fait une discrimination entre ceux qui sont en classe d'examen et ceux qui ne le sont pas? Au nom de quoi ceux qui sont en classe d'examen méritent d'avoir une année et ceux qui n'y sont pas perdent une année? Mais, mes amis, c'est la même chose. Hein.
Ceux qui ne sont pas en classe d'examen cette année n'y seront pas l'année prochaine. Ils auront perdu une année. Voilà. Donc, je pense quand même que ces questions-là, et puis enfin, alors l'argument massu, c'est pour faire redémarrer l'économie. Mais, mes amis, l'économie, c'est pour les vivants. Hein. L'économie, c'est pour les Sénégalais vivants. Ceux qui sont morts s'en moquent de l'économie. Oui, oui, alors on va en reparler parce que ces questions-là du programme français et de manière générale du mimétisme français posent un vrai souci. Donc, avec votre permission, je vais faire intervenir d'abord Maître Jo Etienne. On va discuter avec lui. Ensuite, je ferai intervenir Françoise Hélène Gay, qui est totalement contre nos vues, mais elle a le droit de donner son avis. Gilbert, je suis d'accord avec toi, elle a le droit de donner son avis, et il faut qu'elle nous explique le fondement de son avis. Peut-être qu'elle pourra nous convaincre plus sûrement que quelqu'un d'autre. Alors, j'essaie de joindre Maître Jo Etienne. Merci Kalilou, merci beaucoup. Alors, j'essaie de joindre Maître, je ne le vois pas dans les commentaires. Non, je ne le vois pas. Alors, je vais essayer de le taguer. Joseph. Etienne. Ok. Ah, en fait, on est... C'est fou, ça, hein? Bizarre. Ah non, non. Bon, mais je vais l'appeler sur WhatsApp dans ce cas. Ok, donc on va continuer cette discussion avec Maître Jo Etienne sur WhatsApp et ensuite on reviendra justement avec Françoise Hélène Gay si vous en êtes d'accord. Oui, on revient au Moyen-Âge, exactement, Jean-Christophe. Parce que le confinement, mais c'est exactement ça, c'est une mesure moyenâgeuse. Et c'est une mesure qui a juste l'avantage d'éviter de traiter les gens. C'est tout. Ah, mais j'essaie de le joindre. Ah, maître, j'essaie de vous joindre sur le téléphone parce que je n'arrive pas à vous faire entrer dans le live. J'arrive pas à vous mettre dans le live. Maître, je vous appelle sur WhatsApp. Est-ce que vous pouvez décrocher? Tac, tac. Ah, bon, je réessaie. Alors, donc, je voulais donc terminer sur ce sujet en disant l'économie, c'est pour les vivants. Et cette stratégie de dire on laisse tout le monde s'infecter, parce que moi, c'est la stratégie que je vois derrière, une stratégie d'immunisation collective. Parce que dire aux Sénégalais que chacun se débrouille pour sauver sa peau, c'est de l'irresponsabilité. Maître, soyez le bienvenu. Allô? Voilà, en fait, j'ai essayé de vous mettre dans le live, mais je n'y arrive pas. J'ai un peu de mal. Il y a des outils techniques, il y a un problème de connexion. Oui, je pense aussi. La connexion n'est pas au point, c'est ce qui fait qu'il y a sur des coupures. Voilà. C'est ça. Mais dites-moi, est-ce que vous entendez Maître Joseph? Oui, je vous entends. Ok. Mais j'aimerais avoir un retour de nos amis qui sont sur le live, qu'ils nous disent s'ils vous entendent en fait. Maître, allez-y, parlez 2 secondes et après je referai votre présentation. Bonsoir Maurice, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Mais d'abord aux femmes, je pense qu'il faut être galant. Oui. Aux femmes d'abord, que je salue. Aux hommes ensuite, et à vos inconditionnels pour partager. Et je suis content de savoir que Françoise Hélène Gay qui est là pour nous apporter amicalement la contradiction. Et c'est ce qui fait avancer l'État et c'est ce qui fait avancer ce pays-là. C'est ça. Alors c'est très bien. Maître, je vais vous présenter en fait aux équipes, enfin à ceux qui sont là.
En réalité, Maître Joseph Étienne est avocat à la Cour au barreau de Dakar. C'est vraiment l'un des meilleurs avocats de la place de Dakar. Et je sais que sa modestie va en souffrir, mais je l'assume quand même. Et il était dans un de ses procès les plus célèbres, c'est celui de l'imam Daou, que vous connaissez très bien, et dans lequel il a fait un boulot remarquable. Maître, nous sommes extrêmement honorés de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, Maître. Alors, je vous ai invité, Maître, parce que je voulais discuter avec vous au sujet des mesures que le président a prises. Quel est votre sentiment général sur ces mesures? Je dis que le président, en tout cas, m'a dérouté. Je ne m'attendais pas aux mesures prises hier. Et ma surprise est grande que le matin, voilà, on a suivi Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye qui a parlé de manière inhabituelle, dans le fond comme la forme, sur un ton. Vraiment, on voyait qu'elle était à la limite fâchée. Oui. Fâchée de voir que les Sénégalais ne respectaient pas les prescriptions. Fâchée de constater que, à la limite, les gens faisaient du je m'en foutis. Et elle est montée au pont pour délivrer un message. Et on sentait sur son visage l'air très grave et dans le ton également que voilà quoi. Et je pensais très sincèrement qu'on allait passer à la vitesse supérieure. Bon, à défaut d'avoir un confinement général, je pensais qu'on allait corser la dose, plus ou moins. Absolument. Mais à ma grande surprise, donc lorsque le président a délivré son message, j'étais dans le feuille pourri. J'étais à la rue abasourdi. Parce que je ne voyais pas, ni médicalement, ni statistiquement, ce qui pouvait justifier, ce qui pouvait sous-tendre se poursuivre. Et à la limite, quand quelque chose, il y a ce qu'on appelle les raisons avouées et les raisons inavouées. C'est ça. On est en matière d'État, il y a ce qu'on appelle la raison d'État. On ne dira jamais, donc au politique, table raison à la base des mesures qui ont été prises. Oui. Voilà, mais il suffit dans le secret, il n'est pas nécessaire d'être dans les bonnes grâces du gouvernement pour savoir que c'est sous la pression, sous la forte pression, la pression intenable des religieux que le président a cédé pour faire un virage à, je ne dis pas 360 degrés, faire un virage à 1000 degrés. Voilà. Et commentaires qui ont tout de suite suivi. C'est ça. Tout comme les commentaires de ce matin à suffisant. Bon, personne ne peut faire l'unanimité. Ils ne s'attendaient pas à faire l'unanimité. Oui. Et la majorité des Sénégalais donc, est contre cette mesure. Absolument. Absolument. Écoutez, je pense effectivement que vous avez raison. Hein. Votre analyse est très précise. Alors, pour ceux qui n'auraient pas entendu, en fait, Maître en fait donner les raisons pour lesquelles, de son point de vue, il considère que le président a cédé à la pression. Ok. Alors, Maître, au-delà de ces questions-là, des mesures qu'il a prises, est-ce que la manière dont ces mesures ont été prises nous offre une possibilité de refuser? Par exemple, aujourd'hui, l'Église catholique refuse, c'est un bien grand mot, en tout cas ne réouvre pas, n'accepte pas de réouvrir. Vous aviez une analyse intéressante de quand on ferme, c'est obligatoire, mais quand on ouvre, c'est différent. Est-ce que vous pourriez nous donner votre lecture? Le pouvoir régalien de prendre donc des décisions sous forme de loi, sous forme de décret, d'arrêté, de circulaire et autres mesures. Tout à fait. Quand il y a une interdiction, lorsqu'il y a interdiction, tout le monde est obligé de se conformer. Tout à fait. Lorsqu'on prend une disposition,
et impersonnelle. Elle s'applique à tous. Voilà, c'est une interdiction. L'interdiction, à la limite, c'est la fermeture des lieux de culte. C'est ça. Donc, les catholiques, les chrétiens, les évêques ne pouvaient que se conformer. C'est ça. Mais lorsque la mesure est levée, maintenant, c'est une faculté qui est laissée aux gens. On m'avait interdit de faire quelque chose. Maintenant, possibilité mais reconnue de faire autre chose, je peux choisir de maintenir le statu quo. Et maintenir le statu quo n'est pas ça. Donc, pour les évêques qui ont choisi, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire que le coup de cœur était pour Abbé Augustin Fay, secrétaire général de la conférence épiscopale. Tout à fait. Mais également pour décerner chapeau ou bien chapeau bas aux évêques qui ont sorti un 6e communiqué. Ah, d'accord. Dans l'après-midi ou ce soir. Ok. Voilà, le 6e communiqué confirmer les livres du secrétaire général et pour confirmer ce que, en premier et de manière avec célérité, Monseigneur André Gay avait dit pour dire que nous maintenons le statu quo. Ok. De l'association, il n'est pas prudent donc de laisser les fidèles aller fréquenter les messes se dérouleront, tout ça. Donc les chrétiens, c'est vrai qui ont décidé de demander aux chrétiens de ne pas aller en masse ou bien les messes en masse. Oui. Donc n'incite pas à la désobéissance. Oui. Il n'y a pas de doctrine et on ne pourrait poursuivre personne. Donc, il n'y a pas d'infraction ni de victime si nous n'allons pas. Donc, Allô? Allô? Allô, oui. Oui, en fait, je vous avais perdu un moment. Je vous avais perdu un moment. Ok, très bien, maître. Oui, je vous avais perdu un moment. Allez-y. Il y a faute. Le fait pour un chrétien de ne pas aller dans les lieux de culte. Oui. Et il y a des sens, infraction qu'on pourrait à la limite coller aux évêques du Seigneur pour demander aux fidèles de ne pas aller dans les églises et de prier chez eux. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, je pense qu'ils ont fait preuve quand même d'une grande, comment on va dire, d'une grande sagesse en demandant aux gens de rester chez eux, parce que en l'état actuel des connaissances, maître, vous n'êtes pas médecin et je ne fais pas appel à vos connaissances médicales, mais il y a quand même un principe très connu en droit qui est le principe de précaution. Est-ce qu'il n'était pas plus sage dans ce type de situation, tenant compte de ce qu'on sait, de prolonger encore un peu ces mesures-là plutôt que de partir dans cette direction qui est, de mon point de vue, un peu aventureuse? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, vous parlez de principe de précaution. Oui. Mais le président Macky Sall pour vous opposer le principe de précaution et de l'avoir expliqué. Parce que dans ce qu'il nous est dit, oui. ou bien dans ce qu'il nous dit, voilà, il dit avoir adossé sa décision à l'avis donné par ses experts et conseillers. Il ne s'est pas levé tout de go. Donc, pour prendre sa mesure donc, a été tirée ou est suspendu donc, par l'avis donné, l'avis éclairé de ses experts. Nous ne sommes pas experts. Vous n'êtes pas expert, je ne suis pas expert. Mais oui. Moi, on me convaincra en me disant, surtout qu'on a vu les chiffres monter de manière exponentielle, que c'était le moment opportun pour prendre des mesures contraires, pour prendre des mesures allant, on peut dire entre parenthèses, pour des confinements. C'est ça. Mais on a pris des mesures restrictives aux fins de protection des personnes. Parce que il faut savoir que la mesure qui a été prise, c'est un état d'urgence sanitaire et non pas politique. C'est ça. Et j'ai vu dans les commentaires quelqu'un dire, mais si on avait mis là, donc,
bon, on aurait pu respecter. Parce qu'il faut faire la différence. Parce que, en termes juridiques, l'armée, non pas seulement en matière d'état d'urgence, mais l'armée intervient en état de siège, qui a état de siège. C'est ça. C'est en ce moment seulement voilà, l'armée intervient en cas d'état d'urgence. Pour des mesures à appliquer, on fait intervenir la gendarmerie et la police. C'est ça. Mais je dis, on a une part de responsabilité. Au-delà de la responsabilité, tenant par ma femme qui est dans une situation, une posture difficile, parce qu'il fallait assis entre le bras contre les politiques, les religieux, pour plier et faire une reculade. C'est une reculade, quoi. C'est une reculade, très clairement. Le président Macky nous a habitués à plus. Je pense que ce qui lui a fait peur, ce sont les événements qui sont déroulés à Kaolack. À la limite, on est allé dans la désinformation. Et je suis d'accord comme vous, pour tirer à boulet rouge sur les journalistes. Oui. On a fait peur à tout le monde. C'est Ce ça. n'est pas le Khalif qui a été convoqué. On a particulièrement les gens de Kaolack et les Niassènes. C'est ça. Pour leur faire croire que... Et ça, c'était très grave. C'était grave. Donc, les agents et début de renseignement, maintenant, on a dit au président qu'il fallait reculer. Donc, surtout que, on avait également insisté sur la politique à Médinogouna, des gens qui n'avaient rien de pas d'intervention. Pourquoi pas à Kaolack? Cela s'est passé à Kaolack, on a convoqué l'imam et on a faussement dit qu'on a convoqué les généraux. Donc, c'est des fausses informations. Tout à fait. C'est la de ceux qui ont donc des mesures qui avaient été qu'ils ont exploitées. Absolument. Au-delà de la responsabilité des politiques, nous avons la responsabilité du pays. On ne prendra aucune efficace si individuellement nous ne prenons pas peu de responsabilité et de discipline. C'est la discipline qui est à la base de tout. Le jour où il y aura une prise de conscience, je pense qu'au-delà de ce problème qui se pose, donc on atteindra des niveaux de développement insoupçonnés. Mais il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut qu'il y ait un étoffe. Mais je ne vais pas plaider, jamais plaider parce que militant des droits de l'homme pour la dictature ou pour un dictateur éclairé. Mais par moments, il nous faut des gens très forts pour nous imposer dans un premier temps des choses. C'est une force imposée. Et tout à fait. Avec on va y accommoder et on va tout droit vers une discipline naturelle. Et bon, je si on prend tout à fait. la configuration modèle, c'est ça. À certains moments, il a fallu faire très dur avec les gens. Donc, aujourd'hui, on entre partout du Rwanda et des Rwandais relativement à la propriété, discipline et d'autres. Tout à fait. Donc, ils sont mais nous ne sommes pas connus et réputés pour notre discipline. Absolument. C'est la prise de conscience et la discipline. Sans la discipline, ce sera comme le travail de discipline. On va s'amputer les efforts. Les gens vont travailler et rien de concret ne sera passé. En tout domaine, et même dans les situations de circonstances pareilles, où à la limite c'est très grave, où chacun peut contracter la maladie, chacun peut prendre des maladies mourir. Tout à fait. Parce que tu auras été en contact avec quelqu'un, tu es malade et lui également, il te l'a rencontré, il ne savait pas que tu l'étais. C'est ça. Je pense qu'il faut que nous fassions notre responsabilité et
d'abord individuellement, mais on doit venir de nos gens qui viennent à une fois arrivés au pouvoir. C'est ça. Je pense que c'est plus de confiance. Je pense que le Sénégal va partir très loin. Pour le moment, je ne dirais pas pro, mais je suis sénégalo-pessimiste. C'est ça. C'est ça. C'est la transition toute trouvée d'ailleurs avec... je veux récapituler ce que vous avez dit pour que tout le monde puisse suivre en fait. En fait, selon Maître, en fait, le nœud gordien du problème, c'est la responsabilité individuelle. Il faut que tous redécouvrent les bienfaits de la responsabilité individuelle. Et de ce point de vue-là, le président nous donne une belle opportunité pour expérimenter ça. Il a pris des décisions qui sont manifestement mauvaises, mais la sauvegarde de notre vie, elle nous incombe à chacun individuellement. J'ai vu tout à l'heure Maître Patrick Koudjina qui disait, je pense à Gabriel, que en fait, chacun est chef de famille, chacun est le responsable de sa famille, et qu'il doit faire en sorte que sa famille soit protégée. Donc je pense que c'était effectivement un prolongement de votre discussion sur la responsabilité individuelle. Alors il y a deux questions que j'aimerais vous poser parce qu'elles ont été posées dans le live en fait, celle de Gabriel qui manifestement est pro-mesure et celle de Noah Tamba qui sont pro-mesure. Ils disent mais et l'économie dans tout ça? Et l'économie? On va arrêter l'économie? Donc il y a Gabriel qui dit sur la question économique en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, je ne suis pas économiste, mais c'est une question de logique et de bon sens. Oui. Pourquoi? Parce que, mais on ne pourra, si je parle de manière terre à terre, on ne pourra se lever à son travail lorsqu'on est sûr d'avoir la santé ou lorsqu'on a la santé, lorsqu'on a laissé son épouse ou son épouse est partie au travail en bonne santé et les enfants sont en bonne santé. C'est ça. Mais si on a l'habitude que si on sort de chez soi, si on va au travail, on risque de contracter la maladie. On a la coupe au ventre. Mais au travail, on ne sera pas performant. Oui. Non. Et avant toute chose, moi je dis, nous sommes des croyants musulmans après Dieu. Donc, c'est l'homme qui sert d'instrument pour pouvoir revenir à ses fins. C'est ça. Ok? L'économie, c'est important. Oui. Mais je dis l'économie est faite par les hommes et pour les hommes. Pour les hommes surtout. Ouais. Elle est faite par des hommes et pour des hommes. Absolument. Et s'il n'y a pas d'hommes pour faire l'économie, voilà. Même sans cette analyse, dans certains pays, même si on parle de vieillissement de la population, en certains moments, ils avaient tout au niveau industriel, mais ils n'avaient pas de bras pour faire fonctionner. C'est ça. Mais si je ne sais vraiment pas du tout, ça enregistre beaucoup de morts, mais ça va impacter sur l'économie. Donc, moi, je ne suis pas, vous êtes comme moi, personne n'a aidé le confinement. Personne ne l'a aidé. Mais au moins, on peut maintenir les mesures actuelles, à la limite, les adapter, afin de permettre aux gens de reprendre leurs activités. Il faudra que nous vivions. Moi, il faudra que mon cabinet tourne. Il faudra que également ton cabinet tourne. Il faudra que les transporteurs puissent partir. Absolument. Mais maintenant, c'est comme si on a lâché tout dans la main. Mais ce sera le jacasso et ce sera incontrôlé et incontrôlable. Déjà, des voix discordantes sont là pour dire on ne recevra pas l'agneau du sacrifice, tout ça. Économie, oui. C'est ça. Mais pas au détriment de la santé. La santé avant tout. Parce que ça devient un problème de santé publique. Et ça va coûter très cher à l'économie. Demandez aux Américains, aux Israéliens, aux Espagnols, combien la pandémie leur a coûté. Beaucoup. Je dis que c'est ça. Beaucoup d'argent. Absolument. Alors, Maître, moi, je vais emboucher la même trompette, en fait. Sur la question de l'économie, il y a quelque chose que les gens ont démontré, en fait. Parce que quand on dit économie, tout de suite après, on dit oui, c'est pour les pauvres, parce que les pauvres vont mourir. Or,
il est démontré dans les études de la Commission économique africaine de l'Union des Nations Unies que ceux qui souffrent le plus des pandémies, ce sont les pauvres. Aujourd'hui, au Brésil et aux États-Unis, ceux qui payent le plus grand tribut à cette maladie, c'est les pauvres. Donc, c'est précisément eux qu'il faut protéger. Et parce qu'ils sont pauvres, il ne fallait pas faire ce choix-là. Le choix de réouvrir les marchés en disant, s'ils ne vont pas au marché, ils vont mourir. Mais donnez-leur à manger, donnez-leur de l'argent pour couvrir leurs besoins. Mais n'ouvrez pas le marché, parce que sinon, vous les exposez, ils seront les premiers à mourir. Et c'est un vrai souci que le président semble n'avoir pas eu à cœur. Il a eu à cœur de faire redémarrer l'économie. Et on fait mal de la santé publique quand on fait de l'économie. Parce que c'est deux matières totalement différentes. Les économistes ne devraient pas faire de santé publique et les médecins ne devraient pas faire d'économie. Chacun devrait faire son job et ça devrait fonctionner. La frustration que vous avez relevée tout à l'heure au sujet de Dr James, elle est réelle. On l'a vue hors d'elle, hors d'elle. Et je n'avais pas beaucoup vu cette dame charmante dans cette situation. Jamais je ne l'avais vue ainsi. Elle était littéralement hors d'elle. Alors qu'on vient de nous faire croire aujourd'hui que c'est une décision scientifique, je ne peux pas le croire une demi-seconde. Une demi-seconde. Je voulais ensuite, Maître, parce que je vois l'exemple de vous poser une question et après, je vais donner la parole à nos invités. On voit qu'en France, par exemple, il y a eu une initiative de certains médecins qui ont attaqué l'État français, notamment des ministres français, Agnès Buzyn notamment, pour son rôle supposé dans le coronavirus et l'impréparation avec laquelle ça a été géré. Est-ce que le droit sénégalais permet une action de ce type-là? Est-ce que le droit sénégalais permet une action en responsabilité vis-à-vis des gouvernants qui auraient mis en danger la vie des citoyens? Une action, quand on veut intenter une action civile Oui. ou au pénal, Oui, donc il faut ce qu'on appelle au-delà de la qualité à agir, oui, il faut l'intérêt à agir. ok, Donc, et il faut une disposition qui le prévoit. ok, Donc, si on est atteint ou si on a un membre de sa famille qui est atteint, oui, on peut estomper ou escalier, oui, intenter une procédure. ok, Il y a la liberté pour les gens d'initier ou de saisir ou d'ester en justice et la possibilité également pour le juge après avoir apprécié donc de pouvoir faire droit ou de rejeter la. Mais il ne faut pas fonder son action. On ne peut pas partir du chien comme ça en disant, parce qu'il y a un principe par rapport par exemple, au fils de l'État qui bénéficie d'une immunité oui, pendant son action. absolument, Il ne doit pas être poursuivi au pénal. absolument, Et donc, si une action est établie, si il y a un lien de causalité oui, entre un préjudice et un sinistre intervenu, oui, donc la personne qui a la qualité à agir peut effectivement saisir les juridictions et puis pour une action et il reviendra au juge de statuer. ok. Très bien. En tout cas, vraiment, Maître, vos lumières sont très vives. Hein, nous souhaitons que Dieu vous les conserve encore plus vives parce que enfin, c'est très utile en tout cas ces éclairages-là. Alors, je pense qu'il y avait une question. En fait, Oui, allez-y. Allez-y, Maître. Oui, il y a une question, allez-y, je vais conclure. Voilà, alors peut-être que. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question ici. Alors, alors oui, Maguette, on revient dans 2 minutes. Hein. On revient dans 2 minutes. Le débat, ok, d'accord. Alors, quand je parle de l'économie, c'est le gourgourlou. Bon, c'est encore Gabriel qui revient, qui doit nourrir sa famille et qui n'a rien. Les 1000 milliards ont été répartis comment? Bon, voilà, ça, c'est des questions. Je vais m'en charger. Allez-y, maître. Je pense que ce n'est pas tout à fait des questions à des fins juridiques. Allez-y. Oui, mais pour Gabriel, je dirais simplement
par rapport au Gorgorlo, en fait, ça c'est une sorte de politique. Parce que la stratégie, déjà, par rapport aux contributions des citoyens, on a engrangé quelques milliards. Mais même par rapport au partage, il revient aux politiques de définir la politique. J'insiste, la stratégie, c'est pas. On a choisi de donner des denrées en nature. Mais pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle les envois, Wari et autres? Voilà, c'était plus simple. C'est ça, absolument. On appelle les bourses nationales, ainsi de suite. Oui. Mais les bourses familiales, mais on pouvait siffler ces personnes pour pouvoir les aider. Avant, on les aidait sans qu'il n'y ait sinistre. Et c'était encore plus fondé de doubler ou de tripler l'aide mensuelle ou l'aide, voilà, donc que c'est à retirer. Et je dis que, voilà, le Gorgorlo, on doit penser au Gorgorlo. La crise n'épargne personne. Tout à fait. La crise n'épargne pas le riche ou l'investisseur qui a donc mis des milliards dans son entreprise. Mais pensez à tous ces gens-là qui sont dans le secteur du tourisme et qui emploient des Gorgorlos et qui ont mis des milliards dans le secteur du tourisme. Mais il faudrait qu'on pense à eux. Si ces gens-là ne se relèvent pas, et le Gorgorlo n'aura pas sa pitance quotidienne ou sa ration quotidienne. Absolument. Donc, le Gorgorlo, oui, mais également l'investisseur ou voilà, les investisseurs, il faudra céder. Je voudrais simplement, avant de conclure, par rapport au problème, oui. qui s'en est pour laver les mains. Oui. Je dis, lui, il a fait du conspiratisme. C'est ça. C'est ça. Il a fait du conspiratisme. C'est ça. Et il a renvoyé à nos responsabilités. Oui. Maintenant, à nous d'assumer. C'est ça. Que je n'avais pas peur. J'observais les gestes barrières jusque-là. Mais après le discours du président, j'ai fort contre. Oui. Et maintenant, j'ai réellement peur. Oui. Voilà. Parce que je ne sais. Je sais que nous tous nous en sortions. Oui. Voilà, indemne. Absolument. Il y a de quoi avoir réellement peur. J'ai pris que vous et moi nous trompions et que le président ait raison sur. C'est ça. Nous le prions aussi. Hier, on était à 19 cas, aujourd'hui, on est à 22. J'ai pris pour que la courbe descende. C'est ça. Par la grâce de Dieu, et par le port de mon médecin, je fais quitter que nous passions de 22 à au moins 0 cas. Et que la prédiction de ce fameux marabout, donc, est lieu, voilà, qu'on n'ait plus de cas. Voilà. Amin, amin. Que Dieu vous entende, maître. En tout cas, merci d'avoir distrait du temps de votre agenda que je sais très chargé. Il y avait une dernière question sur le rapatriement des corps. Une dernière question sur le rapatriement des corps autorisé par le président après que la Cour suprême ait refusé cette possibilité. Donc Yves Sambou dit que votre point de vue juridiquement l'intéresse beaucoup sur cette question. Oui, parce que c'était important de faire rapatrier le corps. Donc, pour moi, ce n'est même pas nécessaire. Ça devait être une décision politique. Mais également, le ministre des Affaires étrangères, pour justifier cette mesure, c'était annoncé à une décision supposée ou à un conseil d'État qui disait que c'était risqué de faire tout ça, alors qu'il n'avait pas en main tous les éléments. Au niveau de la Cour suprême, le conseil là-bas avait donné tous les éléments objectifs, des éléments de droit, mais également des éléments factuels, pour permettre à la Cour la bonne décision. La Cour a pris sa décision, de requête, mais bon, le président est venu pour. Voilà. Et bon, ça fait mal un peu les gens. Absolument. J'estime que c'est un investissement qu'ils ont statué, mais pas au-delà du droit. On appelle la politique. Enfin, la politique prime sur le droit. C'était une mesure qui pouvait être prise au plan politique pour être
avec les événements, le président de la République a mis fin à ce débat. Parce qu'il est question de porter le débat au niveau international. C'est ça. Voilà, ce n'est pas bien pour le groupe du Sénégal. Et voilà, la mousse est tombée et c'est bien pour des gens éplorés, des familles éplorées qui ont perdu des donc à l'étranger. Et il y a des Sénégalais malheureusement qui sont décidés de suivre politique. Et je pense que ce qui est incrédule va maintenant se rendre à l'évidence que la maladie est là, elle existe, elle est bien. Et qu'elle touche aussi bien le noir que le blanc. Absolument. Elle ne fait pas de discrimination, elle est démocratique. Il n'y a pas plus démocratique que cette maladie. Absolument, absolument. Elle touche le riche et le pauvre. Oui. Elle touche le cassé et le noble. Oui. Elle frappe quand elle veut, qui elle veut. Absolument. Où elle veut. Absolument. Absolument. Merci infiniment, maître. Que Dieu vous garde, maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, mes chers amis, donc, je ne sais pas si Françoise Hélène est dans les parages, mais si elle est dans les parages, qu'elle se manifeste. Alors, je voulais donc reprendre là où on en était, sur, avant même, au lieu de ces questions économiques. Gabriel, tu as raison. Hein. Il y a un soubassement économique dans la décision, mais il n'est pas fondé, en fait. C'est une erreur. C'est une erreur de dire que si on fait repartir l'économie, ça va forcément bien aller, les entreprises vont bien fonctionner, etc. Parce qu'il y a encore le risque qu'il y ait une vague plus forte, puisque les gens ne se protègent plus. Tu sais, j'expliquais tout à l'heure le fameux R0, en disant que la décision de confiner ou pas ne dépend de rien d'autre que du R0. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de oustage, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de ci, de ça. Normalement, on doit se contenter de regarder cet indicateur-là seulement. Or, les indicateurs-là disent qu'on ne devait pas déconfiner. Les indicateurs scientifiques, mathématiques, disent qu'on ne devait pas déconfiner. Donc, sur quelle base a-t-on pris cette décision? Sûrement sur les bases économiques. Mais moi, mon problème, et c'est ce que dit Gésuina, elle a raison. Où sont les 1000 milliards qui ont été votés pour justement juguler l'épidémie, aider les entreprises, etc. Ça ne fait que 2 mois. Ils sont où? Et puis après que les camions soient partis, il paraît que beaucoup n'ont pas reçu les camions. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire? On parle d'économie. On dit qu'on doit aider justement le gourgourlou qui ne peut pas vivre sans l'État. Mais donnons-lui de l'argent au lieu de l'exposer à tous les vents. C'est un problème. Donc vraiment, sur cette question-là, je veux vous amener à la réflexion que l'OMS a faite en disant, pour prendre la décision de déconfiner, voici les 6 critères que vous devez regarder. 6 critères. Alors, on y va. Les 6 critères sont les suivants. Le premier des critères, c'est est-ce que la maladie est en train de croître? Ou est-ce qu'elle est maîtrisée? Et ils donnent un exemple. Ils disent en fait que est-ce que la transmission du Covid est endiguée lorsque toute transmission provient d'un contact connu. Toute transmission provient d'un contact connu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans cette situation? Moi, je pense que non. Donc, je continue. Le deuxième élément, il faut que les agents de santé publique et les capacités des systèmes de santé soient suffisants pour décider de déconfiner. Oui, mais c'est exactement ce que je dis. Maguette Diopso, moi, je suis la logique, en fait, de ceux qui nous disent qu'ils ont déconfiné. On nous dit qu'il y a déconfinement. Et moi, je dis, mais il n'y a jamais eu confinement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'assouplir quelque chose qui, de toute façon, n'était pas dur, n'était pas sévère? Tu vois mon propos, non? En fait, à la limite, j'ironise en fait en disant, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un couvre-feu, les gens n'étaient empêchés de sortir que le soir. Il y a eu un état d'urgence et le monsieur pouvait manager en procédure accélérée, acheter du riz, etc. Voilà ce que ça a permis. C'est tout. Pourquoi avait-on besoin d'enlever ce minimum-là? Évidemment, parce que la conséquence du couvre-feu,
c'était dans la période de Ramadan, l'interdiction des nafilas, l'interdiction des djang, tu sais, les fameuses conférences religieuses, là, où d'ailleurs ils s'échangent beaucoup d'argent. L'interdiction, il y avait quand même des choses qui font que les oustas sont montés au créneau avec une organisation, une méthode et une efficacité redoutables. Ils n'ont rien oublié dans leur mise en œuvre de leur projet, spécialement d'embarquer les activistes. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et ensuite, on est passé à côté du conflit religieux, hein, entre Niassen et Mouride, etc. On est passé à côté du conflit religieux. D'ailleurs, un peu, bon, je ne veux pas faire l'économie de ce truc-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et de toute façon, c'est pas mon sujet. Je disais donc que deuxième élément, c'est les capacités du système de santé. Est-ce qu'elles vous semblent qu'elles sont très bonnes? Au Sénégal, elles sont de 1,8 lits pour 1000. Donc les capacités du système de santé ne sont pas au rendez-vous. Troisième élément, il faut que les risques de flambée soient réduits au minimum dans les milieux qui présentent de fortes vulnérabilités. C'est quoi les milieux qui présentent de fortes vulnérabilités? C'est notamment les milieux où il se regroupe en fait des personnes, notamment des personnes adultes, notamment sur des périodes de temps assez longues, dans des endroits fermés. Est-ce que, et tous les lieux de culte, hein, je ne parle pas d'un lieu de culte en particulier, tous les lieux de culte présentent cette géographie-là. La promiscuité, j'allais dire ça comme ça, la proximité, pour ceux qui sont déjà entrés dans une église. Ils savent que les dimanches, il n'est pas rare que l'on soit comme dans des sapés à la mosquée. La même chose, épaule contre épaule. Et que des fois, on mette des enfants sur les jambes et qu'on reste sur des durées de temps très longues et qu'on partage des choses ensemble. La communion, qui est un des moments forts dans lesquels on prend dans la main quelque chose pour donner à quelqu'un directement dans la bouche ou sur la main, favorise quand même la promiscuité et donc favorise les cas de contamination. Autre chose, est-ce que le fait que des mesures de prévention ont été mises en place de façon harmonisée dans tous les lieux de travail? Je sais qu'il y en a certains qui l'ont fait, Patrick m'en a parlé notamment, mais je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé de l'histoire de PCCI, et je pense de Way to Call, mais je ne suis pas sûr de mon coup là sur Way to Call, je le retire, je ne suis pas sûr de mon coup. Je sais en tout cas que PCCI, il y a eu une histoire de contagion, et ça a été fermé pendant quelques jours. Ensuite, il y a, est-ce que les communautés sont pleinement mobilisées et éduquées pour comprendre, d'une part, que l'abandon de la restriction des déplacements à grande échelle et des mesures de santé publique sont une raison, un risque majeur pour le peuple? Est-ce que les communautés ont compris ça de votre point de vue? Alors, si on n'a pas toutes ces 6 mesures-là, normalement, on ne doit pas déconfiner. Je suis sûr qu'à aucune de ces mesures-là, vous n'avez répondu oui. Et pourtant, nous avons déconfiné. Je vais vous donner encore deux autres éléments, parce que c'est important. Vous savez, on est dans une période très difficile où les gens, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent ne savent pas. Ceux qui savent, c'est qui? C'est les médecins. Professeur Seydi, docteur Remes, docteur Aloïse. C'est eux qui organisent la riposte, c'est eux qui sont sur la ligne de front. En face, on a un ministre qui n'est pas médecin. En face, on a un président qui n'est pas médecin. En face, on a des hommes politiques. Et ces gens-là prennent des décisions sur des paramètres totalement différents de ceux des scientifiques. Nous avons une responsabilité. Et c'est ça que je veux dire en fait. Je ne sais pas jusqu'où l'Église ira dans cette protection de son peuple. Mais je pense que l'Église, elle a une responsabilité aussi sur les écoles qu'elle gère. Elle gère des écoles privées catholiques, elle doit s'organiser pour que les choses s'y passent le mieux possible. Et si ce n'est pas possible que ça s'y passe bien, elle doit s'opposer à ce que les choses se passent là-bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'aujourd'hui, il est heureux qu'on ait des gens qui ne soient pas d'accord. Et je vois que ce que je dis pour l'Église est valable pour
J'ai vu aujourd'hui un imam ou un oustaz dont on m'a envoyé la vidéo qui a dit à quelques mots différents et avec des arguments forcément tirés de sa propre connaissance de la religion, il disait à peu de choses près, en période d'épidémie, ce qui était une obligation cesse de l'être. Et par exemple, le fait de prier à la mosquée qui relève de la sunna, c'est-à-dire donc des pratiques que l'on a vues du temps du prophète et qui sont louables, qui augmentent la célébration de la foi, du rite, etc., mais qui ne sont pas une impérieuse nécessité comme le sont la sunna et la... Est-ce que vous pouvez m'aider? Le contraire de la sunna, c'est là. Si quelqu'un a le mot, il me rendrait service. Le contraire de la sunna, c'est là. Salut Papis, ça va bien? Quelqu'un peut m'aider avec, c'est pas question pour un champion, hein, mais j'ai un trou là sur le contraire de la sunna, c'est là. Farata, c'est ça, farata. Je l'avais pas. Et donc, il considérait que le fait de prier à la mosquée était une farata, une sunna, sauf pour la prière de vendredi. Et tout ça fait que je constate quand même que de plus en plus, on a dans nos pays des religieux qui refusent qu'on les cantonne et qu'on les empêche de réfléchir. Merci Noah, exactement, c'est la farata, c'est ça. Ça me rappelle nos leçons de 5e Noah sur la civilisation musulmane. Exactement, c'est l'obligation, c'est exactement ça. Ce qui est impérieusement obligatoire et ce qui est une tradition simplement souhaitable. Et nous, notre problème ici, en fait, maintenant, il faut qu'on parle d'un autre sujet. Parce que maintenant qu'on a parlé de social, d'éducation, de santé et d'économie, il y a un dernier point qu'il faut qu'on parle. Ce n'est pas le contraire. Ah, je n'ai pas compris, Malik. Je n'ai pas compris, excuse-moi. En fait, l'imam disait en fait que la prière n'est pas obligatoire à la mosquée tous les jours et que celle qui est obligatoire, c'est celle de vendredi. Que les autres prières, c'est la sunna, et il a rajouté les autres prières et il a parlé aussi des prières surérogatoires. Est-ce qu'il se serait trompé? Ok. D'accord. Alors, je pose la question, plus parce que je n'y connais pas grand-chose, même si j'ai un peu de connaissance de ces choses-là, je ne les connais pas très bien. Donc vraiment, je m'en réfère à vous. Si je dis une bêtise, il faut que vous m'arrêtiez. Ok, très bien. Donc je disais en fait que, donc sur cette question-là, il faut qu'à un moment donné, on soit humble et qu'on dise, mais qu'est-ce qu'on veut faire dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce pays-là? Et puis attention, parce que maintenant, toutes les communautés sont à cran. J'attire l'attention. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas compris ça du tout. Hein. Je pensais en fait que Ok, mais je comprends ce que tu veux dire, Ibrahima. Je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu veux dire. Donc, on arrive aujourd'hui à un tournant dans la vie de notre nation. On arrive à un tournant où chacun tire la couverture à soi. On a vu la communauté Niassène, on a vu la communauté Mourib, on a vu les gens de Yoff, et là on voit les catholiques sortir de leur gond. Eux qui sont qui sont souvent très discrets, très pudiques, très réservés, cette fois-ci ont voulu manifester leur refus des choses. Mon point de vue, c'est qu'on est à un tournant encore. Il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Quand on a demandé aux catholiques en plein carême, en plein vendredi saint, en plein tridème pascal, oui c'est ça, moi c'est ce que j'avais compris. Hein. En fait, on oppose souvent obligatoire à superflu, obligatoire à optionnel, et donc j'en ai déduit un peu hâtivement que farata qui est obligatoire est le contraire de sunna. Mais dont acte, maître, dont acte. J'en prends, j'en prends ma part humblement. J'ai bien noté.
Donc maintenant, il faut qu'on soit conscient d'une chose, c'est que les catholiques, ils commencent à en avoir un peu marre. Et je ne le dis pas, d'ailleurs, je ne parle au nom de personne, hein, je ne parle qu'en mon nom personnel, et je ne représente que moi-même. Je pense qu'ils commencent à en avoir un peu marre. Quand il s'agit des catholiques, on considère que c'est la portion congrue. Ça peut attendre, on verra bien. Et puis de toute façon, ils ne se plaignent jamais. Et quand il s'agit de n'importe qui d'autre, ça prend un niveau d'urgence absolu. Et on dit attention, sinon ça va péter. Je veux ici dire solennellement que ça peut péter avec les catholiques, mais d'une manière extraordinaire. Ça peut péter avec les catholiques d'une manière que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Oui, l'État doit prendre des décisions impopulaires, mais là, les décisions impopulaires doivent être particulièrement utiles. Parce qu'une décision impopulaire, inutile, mais elle n'a pas de sens en fait. Tu vois ce que je veux dire, Patrick? Moi, je suis d'accord en fait avec le fait de prendre des décisions impopulaires. Ah oui, ok, j'avais pas terminé ta phrase, mais elles doivent être salvatrices, on est d'accord. Mais on a un déficit de leadership, ça, très clairement. Non, 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 maître, non, non, quand tu me dis ça, je bois du petit lait, Ibrahim Malikoul, mais toi-même, tu sais que ton éclectisme est proprement plus stupéfiant que le mien. Et ensuite, je pense, moi, et tu sais, j'aurais aimé t'avoir en live, mais je vais te garder, Malik, il faut qu'on prépare géopolitique pour dimanche. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment, j'ai besoin de tes lumières. Je veux attirer votre attention sur une chose. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Ces 2 dernières années ont été des années particulièrement ardues pour la coexistence, la cohabitation pacifique. Pendant le carême, pendant qu'on était dans le carême, les, les assauts répétés à la laïcité, venant toujours du même côté, ont été notés. Et chaque fois, on a dû l'absence d'explosion que à la réserve légendaire des catholiques. J'ai beaucoup d'amis dans ce live dont je connais la proximité, et le désir profondément sincère de s'entendre avec les catholiques. J'estime quand même qu'au plus haut sommet de l'État, en dépit du fait qu'il y a des catholiques là-bas, qui ne nous rendent pas service d'ailleurs, et qui sont tout le temps, moi je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, parce que je ne comprends pas qu'il y ait des catholiques là-bas, et que des erreurs soient faites tout le temps sur le dimanche des rameaux, sur la Pâque, sur on a voté un dimanche des rameaux ici, on a fait un marathon un dimanche on a tout fait un dimanche des rameaux, des choses qui sont impossibles un jour normal. Vous me connaissez, je ne suis pas dans les complaintes. Je ne me plains pas. J'estime simplement que attention, attention, attention. Voilà. Et donc, on peut revenir maintenant, si vous en êtes d'accord, parce qu'il nous reste 3 minutes, je crois. On peut revenir rapidement sur les raisons économiques de ce confinement-là. On les comprend. Hein. Aujourd'hui, il faut faire redémarrer l'économie. Mais il fallait trouver un moyen. Et parce que je m'oblige, moi, chaque fois que je discute avec des gens, une fois que j'ai critiqué le président, à proposer quelque chose à côté. Qui sont les personnes vulnérables? Ce sont les personnes âgées et les personnes qui vivent avec une maladie chronique. On connaît les maladies chroniques, elles sont répertoriées. Est-ce qu'il n'était pas envisageable de faire un confinement en fonction de la situation? Mais ça suppose aussi de tester massivement. L'argent qu'on avait mis dans du riz, acheter du riz à vouloir le transporter par-ci par-là, on aurait été mieux inspiré d'acheter des masques, d'acheter des tests, et puis de trouver des moyens pour confiner les personnes âgées. Moi, c'est ça que je pense. Et je pense que ça, il n'est pas trop tard. L'État peut encore faire le contraire. L'État peut encore changer la donne. L'État peut encore aider les comment ça s'appelle les personnes vulnérables à passer
cette période de déconfinement, puisqu'on est dans une période de déconfinement, du mieux qu'elles peuvent. Et pour ça, elles doivent passer par les mairies, qui elles-mêmes doivent passer par les ASC, les organisations communautaires de base, les communautés de quartier, les associations de la société, les organisations de la société civile, etc., etc., etc. Je pense que c'est le meilleur moyen et c'est la seule stratégie communautaire pour nous tirer d'affaire. Oui, j'ai l'impression effectivement que l'immunité collective, c'est ça qu'ils veulent mettre en œuvre, mais ça a été une catastrophe en Grande-Bretagne, ça a été une catastrophe en Suède. J'ai mon ami Cheikh Diarra qui en a parlé tout à l'heure, qui connaît bien le sujet et qui est à Madagascar en ce moment et qui nous a rappelé en fait combien c'était une catastrophe sanitaire, le fait de parler d'immunité collective. Parce que on pense en fait que l'âge est un facteur d'immunité, c'est faux. Ce n'est pas l'âge qui est le facteur d'immunité. Ce qui est le facteur d'immunité, c'est que quand on est jeune, généralement, on n'est pas porteur de maladies chroniques. Mais on peut être et jeune et porteur de maladies chroniques. L'asthme est une maladie chronique. D'ailleurs, les dégâts que font la maladie en Afrique du Sud viennent du taux de prévalence extrêmement élevé du HIV. Énormément, le taux de prévalence est le plus élevé en Afrique, dans cette zone-là, en Afrique du Sud. En conséquence, le taux de mortalité, le taux de sévérité est plus élevé là-bas. Ah oui, non, mais Jésuina, moi je pense qu'on est dans un affaissement total. Hein. On n'est pas dans un relâchement seulement, on est dans un affaissement. Or, et c'est bien que tu le rappelles, le déconfinement va souvent avec le dépistage massif. On n'a pas fait de dépistage massif et on déconfine à tout va. Donc je pense quand même que... alors, et puis, évidemment, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux. Je racontais l'histoire de Jack Ma, le fondateur de Alibaba, qui a fait un livre de 96 pages sur l'expérience chinoise en matière de construction d'hôpitaux de fortune pour juguler le Covid-19. Il explique ça et il dit que ça ne coûte pas, je pense qu'il a dit 100 000 $, donc environ 55 millions pour avoir un hôpital de fortune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 55 millions, c'est le coût d'un 4x4 pour les députés. C'est le coût des 4x4 des députés. En fait, il suffirait simplement que nous préemptions le budget pour l'année prochaine des 4x4 des députés pour faire 165 hôpitaux de campagne. 165 hôpitaux de campagne. D'acheter des tests pour équiper 165 hôpitaux de campagne. Et ensuite, répartir les effectifs. Vous savez, un test de Covid-19, c'est un test PCR. Oui, exactement. Le Maroc a construit un hôpital de 800 lits en 10 jours. La Chine avait fait aussi le même exploit. Et ils ont dit, hein, ça ne coûte pas si cher que ça. En tout cas, ça coûte moins cher qu'une arène nationale. Ça coûte moins cher qu'un National Basket Arena. Ça coûte moins cher qu'un TER. Ça coûte moins cher que beaucoup de choses. Et surtout, ils ont donné le prix. Le prix, c'est 55 millions pour faire un hôpital de campagne qui permette de confiner les gens, de les isoler et de les tester. Modi Gaye, vous avez raison. J'avais déjà salué ici l'action de Barthélémy Diaz, qui fait quelque chose d'incroyable au sein de sa communauté et qui, pour moi, je l'avais nominé dimanche, c'est le leader, pour moi, c'est le leader de l'année. 2020, c'est le leader de l'année. Voilà, il a assuré à mort. Donc, attention avec cette histoire-là, c'est le moment de refaire les choses. Aujourd'hui, on a mobilisé combien? 1 milliard de francs. 1 milliard de francs. Il nous fallait la moitié, 550 millions, pour faire 10 hôpitaux de campagne. On a environ 14 régions au Sénégal. 14 régions, il nous faudrait un peu moins d'1 milliard pour faire les 14 régions. 1 milliard. 14 centres médicaux fonctionnels pour dépister de façon massive et tester, isoler les gens et les traiter. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Jésuina, c'est exactement ce que je disais. Les dictatures, c'est vrai qu'on n'a pas de traces de dictature
qu'il y ait une corrélation entre les dictatures et l'efficacité de la riposte, mais la plupart des dictatures ont bien réagi. Évidemment, il y a toujours des exceptions. L'Iran est une dictature, elle n'a pas bien réagi. Comment ça s'appelle il y a l'Iran, il y a comment s'appelle ce pays-là Bolsonaro, c'est pas un dictateur, c'est un populiste. Le Brésil, ils ont mal réagi, alors que c'est pas tout à fait des démocraties fortes en tout cas. Et franchement, je pense qu'il nous faut un dictateur. Et on n'a pas ce dictateur-là. Quand Macky, et je vais reprendre les arguments que les gens ont tendance à mettre dans la bouche des gens, ils disent oui, le coût d'un respirateur est de 3 millions. Alors, effectivement, on peut se poser la question de comment se fait-il qu'on n'ait pas 100 respirateurs au Sénégal alors qu'on dépense des milliards pour un conseil économique et social qui ne sert à rien. Oui, c'est un questionnement. Et vous voyez les questions, on peut les poser à l'envi. Mais moi, je veux poser une question parce que j'entends maintenant sur les réseaux sociaux, merci. Bon, après. J'entends maintenant sur les réseaux sociaux qu'on dit oui, il y a plein de gens aujourd'hui qui s'improvisent experts, etc. Je vous assure que le sujet est d'une facilité déroutante. Le sujet d'une facilité déroutante. Il faut 5 heures pour entrer dans n'importe quel domaine de connaissance. Il faut 50 heures pour être capable d'enseigner n'importe quel domaine de connaissance. Il faut 500 heures pour écrire un livre sur n'importe quel sujet de connaissance. Il faut 5000 heures pour être le gourou absolu d'un domaine, 5000 heures de travail. Et il faut 50 000 heures pour devenir un trésor national vivant dans un domaine donné. Donc, aujourd'hui, ceux qui nous disent que nous intervenons de manière intempestive, ils ont tort. Ils devraient nous dire en quoi ce que nous disons est faux. Ils devraient nous dire vous avez tort sur tel point, plutôt que de nous dire taisez-vous parce que vous n'avez pas le diplôme pour parler de ça. L'argument d'autorité n'est pas un argument, c'est un raccourci. Salut mon frère, Alassane, ciao. Oui, exactement. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de reléguer cette histoire de Covid-19 au second plan avec cette histoire de déconfinement programmé par-ci, par-là en Europe? Oui, complètement. Complètement. Alors que, justement, le retard que nous avons sur eux fait que nous les voyons de loin et que nous pouvons, nous, ajuster notre trajectoire et inventer notre propre histoire. Les pays qui ont porté cette lutte contre le Covid sont majoritairement leadés par des femmes. Oui, je suis d'accord avec vous. Et moi, tu vois, et là sur le sujet, je suis d'accord avec Dian et avec Sorna Sophie Isabelle. Je pense fondamentalement que les femmes ont quand même plus de courage que les hommes. Vraiment, je dois le dire clairement. Elles ont plus de courage que les hommes. Angela Merkel. Ah non, si, attends. Si, mais Angela Merkel, elle tue le match. Angela Merkel a réglé le problème en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ça a été vite réglé. Je ne sais plus. Alors, c'était quel autre pays où il y avait une dame aussi qui a réglé ça taf là? Non, sans déconner. Peut-être qu'on devrait essayer le leadership féminin. Voilà. Mais pour revenir au sujet, c'est on a raté une occasion unique. Et je m'excuse d'être un peu véhément aujourd'hui. Franchement, j'en ai marre. Et puis, évidemment, vous avez compris une chose. C'est la fin de la trêve. Pour Macky, ok, on a déconfiné, c'est fini. Les efforts, c'est terminé. Maintenant, on repart à la guerre et on apportera nos arguments sur la table. Parce qu'il y a eu beaucoup de conneries avec toutes ces histoires. Excusez-moi, vraiment pour le terme, mais il y a eu beaucoup de choses, on va le régler. On va se voir, on va parler de ces choses-là. Voilà. Alors, je voulais vous remercier du fond du cœur pour le temps que vous avez passé dans ce live. On est à 1h20, alors que nous avions déjà commencé un premier live qui s'est arrêté. Je sais que vous avez aussi des obligations dans vos familles et je m'en veux de vous retenir loin d'elles. Je veux juste vous donner rendez-vous pour dimanche pour la géopolitique de la pandémie.
Je vais inviter mon ami Ibrahim Malik Tchoun. J'espère qu'il trouvera le moyen de se rendre disponible. Et puis je prendrai aussi... Alors on va instituer aussi quelque chose qui me semble être utile. Je vais trouver la bonne solution pour que vous puissiez intervenir en appel live. Parce que je vois vos interventions, celles de Patrick, Alassane Chao, Dian, Sorna Sophie, Isabelle, MJ, comment vas-tu? Maudit Gay, Jean-Charles, Jésuina. J'aimerais que vous puissiez intervenir dans le live parce que ça ne m'intéresse pas de pérorer pendant 1 heure de temps. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de créer une plateforme autour de laquelle nous pouvons avoir un véritable échange. Et ces échanges-là, par exemple, ce que dit Patrick, est tellement pertinent sur le coût des respirateurs qu'on ne comprend pas pourquoi on reste encore à distance de l'équipement qu'il faut pour avoir ces éléments-là. Et vous avez tellement de bonnes idées. Je vois par exemple, alors je remonte un peu mon fil, Pierrot Arthur, que je vois dans le live. Je vois Ibrahim Malik Tchoun. Malik, j'espère que tu me feras l'amitié d'être là pour dimanche. Hein. Sophie Dipina, Gabriel Claverdion, il faut qu'on parle, Gabi, de politique. Je veux trouver le moyen que vous puissiez intervenir et puis on pourra avoir un échange plus interactif. Je cherche une solution. Si vous en avez une, je suis preneur. Ok? Je vous remercie du fond du cœur pour le temps que vous avez passé avec moi. Et puis je vous dis à dimanche prochain, si Dieu le veut. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Choukran, merci beaucoup. Initié, Dieu merci beaucoup. Allez, à bientôt.